Bonjour à tous, nous sommes à Rio pour suivre le sommet du G20, le sommet du G20 des chefs d'État et le G20 social où nous irons juste après cette séquence. Et bien ici, nous sommes au Palais Catete, le musée de la République brésilienne. Là derrière moi, vous voyez le jardin luxuriant de ce palais. Nous sommes dans une ambiance tropicale. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous ferons l'œil de Kousma d'ici. Nous allons bien évidemment parler de l'accord du Mercosur qui aurait pu se signer, mais qui ne sera pas signé lors de ce sommet du G20, de l'hécatombe industrielle. Nous parlerons aussi de la Commission européenne où les différents commissaires européens sont nommés. Et enfin, nous terminerons avec la situation tendue géopolitique entre la France et l'Azerbaïdjan. Mais ce sera un numéro un peu spécial où on va profiter de l'endroit magnifique dans lequel on est pour vous le faire découvrir et également bien vous apprendre 2 ou 3 petites choses intéressantes de l'histoire du Brésil et peut-être également avoir un avis sur les relations entre la France et le Brésil avec des gens que nous avons croisés ici. Donc encore une fois, si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important pour nous, de partager, de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Et si vous en avez la possibilité, car pour le moment, la tirelire n'est pas entièrement remplie, on peut le dire, vous avez en bas de cette vidéo un lien vers le pot commun qui nous permet de financer cette expédition et ces reportages au sommet du G20. Merci à tous. Allez, on y va. Eh bien, nous sommes maintenant au dernier étage du Palais Catete, le musée de la République. Et ce n'est pas sans raison qu'on est venu faire cette séquence sur le Mercosur ici. Vous le verrez dans une vidéo où je serai présenté par Pedro. Il y a une histoire forte, une relation forte avec la France, beaucoup de choses comparables. Et on a ici, dans ce qui est maintenant le musée de la République, où sont venus beaucoup de gens aujourd'hui, parce que hier c'était la fête de la proclamation de la République au Brésil, eh bien il y a des Mariannes un peu partout, des Napoléons, des références à la France, à la Troisième République également, parce que Vargas était une sorte de populiste souverainiste. Bon, alors pourquoi nous sommes ici? Vous le savez, c'est pour suivre le sommet du G20, et lors de ce sommet du G20, eh bien il était prévu de signer définitivement les accords du Mercosur. Ce sont des accords de libre-échange qui sont négociés depuis très longtemps par les États européens, enfin, plutôt par la Commission européenne, et spécifiquement ces derniers temps par Madame von der Leyen, avec une série de pays d'Amérique latine, dans lesquels on va retrouver l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil bien sûr, l'Argentine et la Bolivie. Et ce serait le plus grand accord commercial jamais signé dans le cadre des accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Donc vous l'avez vu, il y a beaucoup de contestations, en particulier dans notre pays, en France, de la part des agriculteurs qui résistent très très fort à ce nouveau traité de libre-échange qui va à nouveau les mettre à mal et encore plus affaiblir une profession qui est déjà en très très grande difficulté, un domaine économique qui est en grande difficulté pour les producteurs, je parle bien sûr, parce qu'il est quand même bénéficiaire pour la France. L'agriculture française s'exporte, c'est un excédent commercial, les industries agroalimentaires sont très riches, mais nos petits producteurs, eux, ne le sont absolument pas. Et donc, ça ne sera finalement pas signé ici, donc on ne sera pas là pour voir la signature de ce traité de libre-échange du Mercosur. Et il faut noter, et on l'a vu au sommet social du G20, que beaucoup de Brésiliens sont contre, s'y opposent. Et un peu parce que, comme le souhaitait le président Vargas, ils veulent industrialiser leur pays et ils craignent que le Mercosur ne les expose au déferlement en échange de produits agricoles bruts, ne les expose au déferlement
de machines-outils, de voitures, de production manufacturée européenne et en particulier allemande. Et là, on a un conflit net entre les Français et les Allemands. Les Français freinent des cas de fer parce que les agriculteurs, ça va considérablement les impacter. Par contre, les Allemands, eux, compte tenu en plus de la récession, de la crise économique, des licenciements massifs dans ce pays, de la crise politique, des délocalisations d'entreprises, nous avons une situation où eux veulent absolument ouvrir un peu plus leur marché à l'exportation pour se donner un ballon d'oxygène économique. Alors vous l'avez vu, en France, c'est problématique. Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, qui pourtant est un européiste né et qui a construit cette Union européenne pendant des dizaines d'années, est allé mercredi dernier à Bruxelles pour voir Madame von der Leyen et demander de surseoir à la signature de ce traité. Mieux, nous avons plus de 600 députés, hommes politiques, sénateurs français, surtout des gens venant de la Macronie, d'Horizon, de Renaissance, des LR aussi, du PS aussi. C'est très intéressant. Des gens qui ont construit l'Union européenne telle qu'elle est et qui maintenant, voyant les effets négatifs pour notre pays, craignant évidemment pour leur position politique, s'en plaignent. Et comme le faisait Bruno Le Maire, demande à la Commission européenne, à Madame von der Leyen, la supplie quasiment de surseoir, d'attendre, de ne pas signer tout de suite. Vous avez vu cette tribune dans Le Monde, je la cite tellement elle est extraordinaire. Nous n'imaginons pas que vous puissiez prendre l'initiative d'un vote au Conseil et au Parlement contre l'expression démocratique de la quasi-unanimité des parlementaires français. Si, malheureusement, je crois que c'est ce qu'il va faire. Nous ne concevons pas non plus que la Commission et le Conseil s'assoient sur l'opposition de la France, grand pays fondateur de l'Union. Une telle situation générerait sans aucun doute une déflagration démocratique dans notre pays qui se trouve déjà sous la menace politique d'un populisme anti-européen. Pauvre bichou. Alors on a ceux qui ont construit cette Union européenne. Il y a cette célèbre phrase « Dieu se rit de ceux qui pleurent les conséquences des causes qu'ils ont voulues ». On est exactement dans ce cas-là et ils craignent un choc démocratique. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils craignent en fait ? Ils craignent qu'à nouveau le peuple descende dans la rue, que le peuple de 2005 manifeste, celui à qui on a volé son référendum et à qui on a imposé le traité de Lisbonne en 2008, les mêmes en conclave à Versailles. Ils ont peur d'un retour des gilets jaunes ou des chaussettes vertes ou des bonnets rouges, peu importe, en tout cas d'un mouvement social d'ampleur. Ils ont peur tout simplement de la rue et du déferlement, d'autant plus qu'ils l'ont vu à l'œuvre aux États-Unis. C'est sûrement un peu bizarre, on en a déjà parlé, mais Donald Trump est l'incarnation de ce peuple en colère, bien qu'il soit milliardaire, et c'est ce qui est évidemment craint. Alors, cette pétition est une ode complète à l'impuissance, évidemment. Qu'est-ce qui a été dit même par le ministre Antoine Armand, notre nouveau ministre de l'économie, qui a dit « Je reprends avec, pour moi, le formidable résultat des politiques économiques de Bruno Le Maire. Il a dit « On utilise tous les moyens, y compris les moyens institutionnels et de vote au niveau européen pour que le Mercosur, en l'état, ne passe pas. » Eh bien, ça ne suffit pas. Et donc, tout ce que cela veut dire, c'est que la parole de la France ne suffit pas. De toute façon, je vous l'ai dit, l'Allemagne, la Pologne, le Portugal, la Suède, 9 autres pays souhaitent ces accords du Mercosur pour les mêmes raisons et en ont que faire de la France. À Berlin, c'est la crise. Je vous l'ai dit, Olaf Scholz est en état de panique. Il a dû faire démissionner son ministre de l'économie et prendre son conseiller à la place. Et de toute façon, Madame von der Leyen, justement, a obtenu un moyen de faire avancer la construction européenne vers la fédéralisation, on le sait, mais aussi la signature du Mercosur en passant sur l'unanimité du vote des États membres. Et oui, c'est ce qu'avait voté, on en avait parlé beaucoup, on avait fait une tribune dans le Figaro l'année dernière pendant les élections européennes. C'est le processus de fédéralisation qui est passé par ce vote du Parlement européen proposant qu'il n'y ait plus l'unanimité dans le choix des décisions
qui seront prises au niveau européen, mais une majorité qualifiée. Or, c'est ce qui va se passer. Et nous avions dit, quand les intérêts de la France seront en jeu, bien que ce soit la deuxième puissance économique de l'Union européenne, bien que ce soit la première puissance militaire, eh bien, les européistes de Bruxelles s'asserront dessus. Et c'est très exactement ce qui se passe de manière assez catastrophique actuellement. Et nous avons voulu en parler depuis le Brésil, puisque c'est là que se tient le G20, que le Mercosur aurait dû être signé, et que tout n'est pas aussi simple ici aussi, avec les populations locales qui ne sont pas toutes traité du Mercosur. Et d'ailleurs, demain, nous participerons à des manifestations assez massives, populaires, brésiliennes, en opposition aux politiques néolibérales dans leur ensemble et qui essaieront de joindre l'enceinte du G20. Je pense que ça sera très difficile vu le nombre de forces militaires, mais en tout cas, on sera là pour vous rendre compte auprès de ces manifestants. Ce que nous avons déjà vu au G20 social, c'est que un syndicaliste nous l'a dit, une aide-soignante également, eh bien que ça ira vers le moins 10 ans social. Et nous avons par exemple Ademar Mineiro, économiste et membre du réseau brésilien pour l'intégration des peuples, qui considère que c'est un accord néolibéral. Évidemment, c'est un accord totalement néolibéral, puisqu'il va renforcer une dynamique déjà en place, qu'il considère, avec beaucoup d'autres, négative aussi pour le Brésil. Il spécialise les pays du Mercosur dans la production et l'exportation de produits primaires vers l'Europe et dans la réception de produits manufacturés. C'est ce que je vous disais. Et puis, il ne faut pas oublier ce que nous a dit Philippe Grégoire, également, que nous saluons, notre agriculteur préféré, éleveur de vaches laitières. Les accords de libre-échange, s'ils avantagent considérablement l'industrie agroalimentaire et en France et en Brésil, par exemple, ou en Argentine, eh bien, ne sont pas avantageux pour les petits paysans brésiliens, argentins ou des pays du Mercosur. Ceux qui sont en bas, tout en bas, et ceux qui produisent en même temps concrètement la viande, le lait, ne profiteront pas. Ceux qui vont en profiter, ce sont les grosses centrales agroalimentaires brésiliennes. Voilà pour le Mercosur. On va suivre ce qu'il se passe. A priori, il devrait être signé finalement le 8 décembre à Montevideo, capitale de l'Uruguay. On suivra ça évidemment, pas à Montevideo, on n'aura pas la possibilité d'y aller cette fois-ci, mais on verra comment est-ce que nos formidables députés centre, gauche, droite qui ont construit cette Union européenne vont faire pour que les conséquences négatives de ce qu'ils ont toujours souhaité ne s'appliquent pas pour la France. J'ai un indice, je pense que ça ne va pas réussir. Eh bien, nous sommes toujours au musée de la République, à Rio de Janeiro. Nous sommes dans le grand hall, vous le voyez peut-être, 10 salles nobles, et également d'inspiration française. On y retrouve un peu Versailles, et c'est en plus petit, mais on sent l'inspiration de la salle des glaces à Versailles. Alors, nous sommes ici dans cet endroit extraordinaire, malheureusement pour parler d'un sujet qui est assez désespérant et qui nous touche. On en a déjà parlé de nombreuses fois sur Fréquence Populaire, dans l'œil de Kousma, et encore récemment dans la matinale. C'est la situation catastrophique pour nos entreprises. On a en ce moment même une hécatombe industrielle. Alors les chiffres sont terrifiants. 150 000 emplois en plus sont menacés. 52 214 entreprises ont déposé le bilan en 2024. Déjà, 94% des faillites touchent les très petites entreprises. Et on a des grands plans sociaux dont on a parlé. 2400 emplois à Auchan, 1200 emplois à Michelin. D'autres sont annoncés. La CGT considère que plus de 200 plans sociaux majeurs seront annoncés dans l'année 2025 et on devrait atteindre malheureusement les 8% de chômage, ce qui est assez problématique vu les objectifs du président de la République, Emmanuel Macron, de réaliser le plein emploi.
on peut dire qu'on en est extrêmement loin. Alors le ministre Marc Ferracci s'est réveillé et il nous dit, il constate, hein, un petit peu comme Bruno Le Maire, un petit peu comme tous ces ministres qui ont fait la situation dans laquelle on est, ont fait cette Union européenne, ont voulu le néolibéralisme, ont voulu les délocalisations, et s'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, comme ce pauvre Marc Ferracci, ils sont les tenants d'un courant de pensée qui a désindustrialisé notre pays. Et c'est important de rappeler en cet endroit, au Brésil, car la domination occidentale sur le reste du monde s'est faite spécifiquement au cours du XIXe siècle, même s'il y a une domination longue que l'on date de l'époque de Christophe Colomb, qui a découvert, entre guillemets, les Amériques en 1492, c'est toute la domination avec la première grande révolution industrielle de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. C'est l'industrialisation qui a fait la puissance occidentale. Rien d'autre, qui a donné un pas en avance. Et c'est l'industrialisation maintenant d'anciennes puissances colonisées, je pense spécifiquement à la Chine ou à l'Inde, mais qui menace la position de l'Occident, et certains de nos dirigeants semblent s'en rendre compte seulement maintenant. Mais peut-être que ce sont des petits marquis qui ressemblent à ces nobles qui, en 1788, découvraient la situation tragique dans le pays où ils sont. Et pour parler des marquis, quoi de mieux qu'une salle qui ressemble un peu à Versailles. Donc M. Ferracci se rend compte de la catastrophe. Dans le secteur automobile, c'est terrible. On ne va pas refaire ici, mais on a eu la pression, la guerre qui est entamée avec la Chine sur les batteries, la décision de la Commission européenne de ne plus vendre de voitures thermiques à moteur thermique, donc des voitures à essence, hein, à partir de 2035, donc plus de vente de voitures neuves. Alors que toute la puissance germanique industrielle et quelque part la puissance européenne a reposé sur ces voitures thermiques, et alors même que nous n'avons pas la capacité industrielle encore pour le moment à faire des batteries qui puissent concurrencer nos adversaires américains avec Tesla ou les Chinois qui ont un très très gros train d'avance sur nous dans ce domaine. Donc c'est un secteur qui en Europe emploie 1,7 million de personnes. On a déjà perdu 32 000 emplois dans ce secteur au premier semestre 2024. C'est assez catastrophique évidemment, et l'avenir semble assez peu glorieux. Hein. Récemment, c'est Arnaud Montebourg, que nous saluons, qui au salon du Made in France a annoncé qu'il allait y avoir là, dans les mois qui viennent, 40 000 licenciements, 40 000 pertes d'emplois dans l'automobile en France. Donc c'est un désastre vers lequel on va, et tous les secteurs sont à l'encontre. On a la chimie, on craint de perdre 15 000 emplois en 3 ans sur 200 000. En Allemagne, c'est déjà une catastrophe. L'Allemagne qui s'est basée sur la chimie, BASF, Bayer, beaucoup licencient, beaucoup quittent l'Europe pour s'installer aux États-Unis, avec une grosse pression des Américains pour délocaliser nos entreprises chez eux. Ils nous font une guerre économique, hein, eux aussi dure que la guerre économique chinoise, et peut-être plus dure parce que ce sont nos alliés, donc c'est encore plus facile pour eux pour peser. En France, en région Rhône-Alpes, on a la faillite de Vancorex sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix en Isère. C'est près de 5000 emplois qui sont en jeu. Et donc, on peut dire de tout cela que la réindustrialisation dont parle Emmanuel Macron est une farce. C'est un processus qui n'est que communicationnel. Il n'y a pas de réalité. Mais pourtant, on a toujours des ministres qui viennent défendre le bilan d'Emmanuel Macron dans les médias en disant « Mais non, tout va bien, Madame la Marquise, regardez, comme nous sommes dans une belle salle, tout va bien, nous créons plus d'usines que nous n'en perdons. » C'est évidemment complètement faux, ne correspond à aucune réalité, et notre pays entre en récession. Et l'un des problèmes, c'est le prix de l'énergie. Alors, déjà parce que nous avons des politiques énergétiques qui sont absurdes, on a de nombreuses fois parlé, des choix allemands qui entraînent toute l'Europe, c'est le refus du nucléaire et la décision de construire, de baser leur industrie sur le gaz peu cher russe, mais qui gaz peu cher russe, il n'y en a plus, ou très peu, puisque c'est du gaz russe
cher qu'on a maintenant, puisque les ponts, ou plutôt les pipelines, les gazoducs sont rompus avec la Russie dans le cadre des sanctions qu'on impose à la Russie, mais qui font que la Russie, encore une fois, vend moins de gaz, mais plus cher, et en gagne plus d'argent pour nous. Et nous, eh bien, c'est une catastrophe pour nos industries. On peut citer Elon Musk qui a écrit un tweet: waouh, les prix de l'électricité sont dingues au Royaume-Uni et en Europe. Et oui, la situation, les prix sont complètement dingues en raison des sanctions, mais aussi en raison des politiques ineptes de fixation des prix qu'a choisi la Commission européenne et contre lesquelles, eh bien, la France ne fait là encore pas grand-chose. On résiste à peine aux tentatives de destruction, de démantèlement d'EDF. On résistouille un petit peu à la destruction du nucléaire français, alors qu'on aurait là un levier d'indépendance et de souveraineté colossal. Encore faut-il y mettre vraiment les moyens. Mais globalement, on a une Europe qui marche sur la tête et qui, sur l'énergie, est en train de détruire ce qui reste de sa base industrielle, donnant un avenir assez peu reluisant à l'Europe. Alors, on ne peut pas rester un pays qui ne fait que du tertiaire et du tourisme. Bien sûr, notre Versailles est encore plus beau et il a inspiré le monde, mais ce n'est pas avec la politique économique, avec la non-richesse, avec la pauvreté, avec les dettes que l'on produit aujourd'hui, eh bien que nous aurons de quoi inspirer les autres pays du monde dans un avenir proche. Il est temps de changer et de reprendre, eh bien, pour la France, ce flambeau et cette gloire qui a été la sienne et que l'on voit partout, y compris ici, à Rio de Janeiro. Eh bien, nous sommes toujours au musée historique de Rio de Janeiro et dans une salle qui est chère à notre cœur puisque elle s'appelle la salle française. D'abord à cause de sa couleur bleue qui rappelle la France. Alors c'est un bleu très pastel et un peu effacé, mais aussi parce qu'il y a des éléments de décor mobilier qui sont typiquement français. On a ainsi un bronze d'une femme dans le style Louis XV. Et puis, surtout, on a un très beau vase ayant appartenu à Napoléon Bonaparte et qui a été donné au président Francesca qui avait visité Paris en 1910 et le président Vargas l'avait racheté à sa famille pour le donner au musée national historique de Rio de Janeiro. Et donc, salle française, mais aussi salle française parce que c'était la salle où on recevait les diplomates, les plénipotentiaires étrangers. Et la France, vous le savez, la France était la nation de la diplomatie, à tel point que le français était la langue de la diplomatie. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à l'avènement, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, notre pays avait le deuxième réseau diplomatique mondial, maintenant très largement affaibli puisque Emmanuel Macron a décidé de le saborder. Mais voilà un exemple du rayonnement de la France. Voilà, la salle française, c'était la salle où on recevait les dignitaires étrangers. Alors, on va parler de dignitaires étrangers et de rencontres avec des plénipotentiaires pour parler des commissaires européens qui sont en train d'être auditionnés par le Parlement européen. Donc, c'est l'équipe à Madame von der Leyen, l'équipe sûrement la plus belliciste qu'ait connue l'Union européenne, l'équipe sûrement la plus otanienne qu'ait connue atlantiste, qu'ait connue la Commission européenne. Si c'est possible, les autres l'étaient déjà considérablement. Et c'est sûrement l'équipe la plus néolibérale que l'on puisse imaginer, alors que les autres n'étaient pas en reste. Récemment, c'est Madame Kaja Kallas, à ne pas confondre avec la grande chanteuse, la grande cantatrice. Elle était première ministre d'Estonie et elle vient de prendre le poste de commissaire des affaires étrangères de l'Union européenne, donc en charge des affaires étrangères de l'ensemble de l'Union européenne. Or, c'est une va-t-en-guerre, elle est très officiellement pour le démantèlement carrément de la Russie. Bon, on en semble loin, mais pour une diplomate, ça augure peu de moments de diplomatie fonctionnelle. On verra bien ce qu'il en sera. Elle a beaucoup insisté avec les autres sur le fait que la Chine et la Russie
présente une menace pour l'Europe. Alors, même la Chine, voilà, la Chine devient une menace pour l'Europe, la Corée du Nord, bien évidemment, l'Iran. Et puis tous ces gens-là souhaitent changer l'ordre mondial tel qu'il est, un ordre mondial qu'elle souhaite défendre avec la Commission européenne, basé sur les règles. Les règles. Alors en fait, ces règles, quelles sont-elles? Eh bien, c'est le Rules-Based World Order, le monde basé sur les règles, mais ce n'est pas un monde basé sur le droit international, souvent dévoyé par les États-Unis. Non, le monde basé sur des règles, eh bien, c'est les règles que fixe Washington et qu'accepte à 100% cette Commission européenne. Et justement, le monde, le reste du monde, en tout cas tous ceux qui sont réunis autour des BRICS, comme on a pu vous en rendre compte à Kazan, eux ne veulent pas d'un monde reposant sur des règles à géométrie variable décidées à Washington et qui ne s'appliquent en plus jamais aux États-Unis et aux pays occidentaux, qui ne sont que des règles servant à contraindre les pays du Sud global. C'est de cela aussi dont on va discuter à ce G20. Et clairement, les pays du Sud global, en tout cas les pays BRICS, présidés à partir de maintenant par le Brésil, refusent catégoriquement cette manière d'organiser le monde. Et au contraire, c'est une des points principaux que défend Lula dans ce G20, c'est l'égalité entre les États, plus de place pour les États du Sud global et une réforme des institutions internationales, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et ainsi de suite, pour laisser plus de place à des pays du Sud comme le Brésil. Alors, je disais, c'est la Commission européenne la plus atlantiste, et clairement, il faut dire ce qui est. Voilà, je vous le lis. Madame von der Leyen et Madame Kaja Kallas balayent l'idée d'une autonomie stratégique par rapport à l'ordre américain. Donc c'est un alignement sur les États-Unis qui est promu toujours et encore, alors que, y compris les défenseurs d'une Union européenne puissance, comprennent bien que tant que l'Union européenne restera dans le giron américain, eh bien, il n'y aura pas de puissance et de toute façon, il n'y aura pas d'Europe autonome. On a également une audition sous tension de Stéphane Séjourné. Alors rappelons, Stéphane Séjourné avait été ministre des Affaires étrangères. C'était l'ancien compagnon de notre Premier ministre. Je le précise, non pas parce que c'était un homme, mais c'est juste parce que c'était un compagnon, donc qui était de la famille. Imaginons dans un pays où le Premier ministre nomme son compagnon ou sa compagne, peu importe, ministre des Affaires étrangères, alors qu'il n'y en a aucune compétence. Bon, ça ferait jaser dans les chaumières, ça a fait jaser dans les nôtres. Et donc maintenant, il n'est plus ministre, Monsieur Séjourné, il est chargé, entre autres, du commerce. Et il a fait une tentative, pourtant très intéressante, il faut le saluer. Il semblerait qu'il y ait un réveil des consciences, proposant qu'il y ait une préférence européenne, même pas une préférence nationale, une préférence européenne quant aux commandes publiques stratégiques que pourrait faire la Commission européenne. Ça semble bien normal, c'est ce que font tous les pays du monde, et en particulier les États-Unis, préférence pour leurs entreprises en général, et bien évidemment quand il s'agit de sujets stratégiques. Eh bien, ceci, alors que la demande était bien pauvre, ça a été assez difficile, et on voit bien que cette Commission européenne n'est même pas prête à défendre les entreprises européennes plutôt que des entreprises américaines sur des questions d'ordre stratégique. On pense à quoi? On pense évidemment aux avions d'assaut. Et oui, ce genre d'orientation de l'Union européenne inciterait d'abord les pays européens comme l'Allemagne à acheter des avions de combat Rafale de chez Dassault plutôt que des F-35. Et ainsi de suite. Or, dans un contexte où l'Europe a donné énormément d'armement à l'Ukraine, a vidé ses stocks, eh bien maintenant vient la phase de la recomplétation de nos étagères en termes de défense, de nos armements dans toute l'Union européenne. Et bien évidemment,
les Américains, Biden ou Trump, d'ailleurs Donald Trump sera beaucoup plus dur dans ce domaine, eh bien, ont la main mise sur des dirigeants européens comme von der Leyen et veulent que les Européens achètent bien évidemment du matériel américain. Ils ne font pas des guerres pour rien, eux, ils le font pour vendre du matériel de guerre américain pour que le complexe militaro-industriel américain continue à dominer tant au niveau international que la politique américaine. Alors Stéphane Séjourné a aussi osé parler d'un effet ciseau, à savoir en même temps le coût un peu trop élevé de l'énergie, on en a déjà parlé, donc il s'en rend compte là aussi, le pauvre, et en même temps l'offensive chinoise. Alors, il n'a pas osé parler de l'offensive industrielle américaine, il n'a parlé que de l'offensive industrielle chinoise. Sinon, on pourrait considérer que c'est une fourche, le prix de l'énergie, la Chine et les États-Unis qui s'attaquent à l'industrie européenne. Et lui aussi annonce, on vient d'en parler, un risque de délocalisation massive des industries européennes. Bienvenue dans la réalité, Monsieur Séjourné. Nous, on en parle comme quelques autres depuis des années. C'est bien évidemment la seule chose qui peut se produire dans un contexte tel que celui de l'Union européenne, ouverte aux quatre vents de la mondialisation par les traités de libre-échange et par les traités européens. Alors à cette situation, nous avons vu l'intervention de M. Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui a été lui aussi ministre de l'économie, commissaire européen, et qui nous dit « Si nous voulons peser dans ce monde dangereux, il s'en rend compte aussi, la seule façon pour nous de compter, c'est de nous unir. » Eh bien, à une situation catastrophique sur le plan géopolitique, dans la guerre en Ukraine, sur le plan international, sur la situation économique, sur le phénomène de désindustrialisation, beaucoup dû aux politiques qui ont été menées dans toute l'Union européenne depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'ils disent? Les mêmes fariboles, et ils proposent les mêmes solutions. L'Europe pourtant s'effondre dans tous les domaines, mais on continue avec des discours lénifiants. On est réellement comme à la fin de l'URSS, avec des dirigeants du Soviet suprême qui ne savent, qui se rendent compte que ça va pas très bien, mais qui n'ont pas d'autre idée que de continuer les mêmes recettes suicidaires que celles qu'ils avaient mis en place pendant des dizaines d'années. Malheur à nous, mais profitons quand même de cette magnifique salle et de la splendeur passée de la France. Eh bien, toujours dans le musée de la République, nous sommes ici dans la salle du Conseil des ministres, la salle historique telle qu'elle se tenait. Donc on avait ici le président de la République entouré de ses deux ministres les plus régaliens. Ici à cette chaise, le ministre de la Défense et en face, le ministre des Affaires étrangères. Quel meilleur endroit pour parler d'affaires étrangères, puisque en ce moment même, juste avant ce sommet du G20, se déroule le sommet de la COP 29 en Azerbaïdjan, à Bakou. Or, les tensions entre l'Azerbaïdjan et la France n'ont jamais été à un niveau aussi important. Ainsi, Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est maintenant ministre de la Transition écologique, ne s'est pas rendue à Bakou pour ce sommet de la COP 29, alors qu'elle est ministre de la Transition écologique. Bien sûr, il y a eu des critiques quant à la tenue de la COP29 dans un pays producteur de gaz et de pétrole, comme ça a pu se faire dans d'autres pays producteurs de pétrole. Alors là, une petite remarque, c'est tout à fait étonnant quand même de critiquer que la COP soit organisée dans des pays producteurs de pétrole. Le problème, c'est pas tant la production de pétrole que une industrie carbonée et l'utilisation du pétrole. On a beau jeu de dire qu'en France, on ne produit pas de pétrole, pourtant, on en consomme beaucoup. Ça n'empêche pas d'avoir fait la COP21. Non, les problèmes entre la France et l'Azerbaïdjan sont d'ordre géopolitique et les tensions sont immenses. Fin 2023, nous en étions arrivés au point où la France avait exclu des officiers du renseignement d'Azerbaïdjan, comme l'Azerbaïdjan avait exclu des officiers du renseignement français. On a également un ressortissant français, tagueur, artiste, Théo Clair, qui est prisonnier
en Azerbaïdjan dans des conditions extrêmement difficiles où sa santé physique et sa santé mentale se dégradent pour la raison que vous connaissez, à savoir qu'il a fait un tag contre le gouvernement dans le métro de Bakou, accompagné par 2 Azéris qui, eux, n'ont subi que des sanctions administratives et une amende. Donc on a eu un acharnement sur Théo Clair, non pas à cause de son tag, mais à cause de sa nationalité française. Il faut savoir que l'Azerbaïdjan poursuit une politique extrêmement offensive contre la France, dont les tenants et les aboutissants seraient intéressants à analyser, que l'on ne connaît pas réellement bien, mais dont les effets sont assez importants. Ainsi, l'Azerbaïdjan soutient les luttes décoloniales en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe et même en Corse. Et bien sûr, évidemment, à La Réunion. Donc régulièrement, Bakou reçoit des ressortissants indépendantistes des territoires d'outre-mer français. Ça, c'est particulièrement vu en Nouvelle-Calédonie, où même pendant les manifestations, on voyait avec les drapeaux kanaks, des drapeaux de l'Azerbaïdjan. Beaucoup de Français se sont demandé, mais d'où viennent ces drapeaux? Est-ce que c'est une organisation politique? Non, c'est le drapeau de l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, ainsi, le président du Parlement azéri avait reçu à Bakou une élue du Congrès élus de la Nouvelle-Calédonie pour signer un mémorandum de coopération. De l'autre côté, l'Azerbaïdjan n'est pas contente du soutien de la France à l'armée et en particulier de l'envoi d'armes. Et oui, l'Azerbaïdjan a mené plusieurs guerres contre l'Arménie, a été souvent en guerre contre l'Arménie, a mené 2 offensives en 2020 avec l'aide de la Turquie, ce qui lui a permis de prendre des territoires à l'Arménie. Et puis, en 2023, il y a eu le coup qui a consisté en la prise totale et complète du Haut-Karabakh, là où vivent des Arméniens depuis plus de 25 siècles, et a mené une épuration ethnique qui a réussi. Ça n'a pas empêché Mme von der Leyen et l'Union européenne d'aller acheter du gaz et du pétrole à ce pays. Là, visiblement, ça ne posait pas problème, et c'était d'autant plus ridicule que, encore une fois, 40% du gaz que nous vend l'Azerbaïdjan vient de toute façon de Russie. L'Azerbaïdjan est également au carrefour des tensions, car l'Azerbaïdjan, alors bien sûr pas que l'Azerbaïdjan, l'Arménie aussi, est allé au sommet des BRICS de Kazan, mais l'Azerbaïdjan, alors que les tensions sont fortes entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, autres membres maintenant permanents des BRICS, sont en train de trouver des accords avec la Russie pour faire passer une voie de chemin de fer et tout un système de communication et d'échange de marchandises entre Moscou et Téhéran, passant par Bakou. Donc on voit que l'Azerbaïdjan est au cœur de tensions internationales et en particulier de tensions avec la France. Certains opposants se plaignaient même que des services de renseignement d'Azerbaïdjan les poursuivent et tentent de les assassiner en France, de la même manière que le MIT, le service de renseignement turc, a mené des opérations en France. On pense en particulier aux militantes kurdes assassinées dans le 10e arrondissement de Paris, très très certainement par des services de renseignement turcs. Turquie qui, elle, est alliée à l'Azerbaïdjan. Donc on voit là l'importance de la zone et les raisons pour lesquelles Mme Agnès Pannier-Runacher n'est pas allée à Bakou pour le sommet de la COP29. On pourrait dire que c'est ennuyeux pour les questions environnementales et l'écologie, mais on va beaucoup en parler ici à Rio de Janeiro entre les chefs d'État au sommet du G20, car Lula, le président brésilien, a voulu que l'écologie, la lutte contre le changement climatique soit vraiment au cœur, non pas des COP, mais de ce sommet du G20. C'est ici que moi je vais vous laisser pour ce musée de la République à Rio de Janeiro. Pedro va reprendre la main et nous parler du musée et de l'importance du président Vargas, entre autres choses. Vous allez voir que nous y avons rencontré aussi des francophones qui vont nous parler
de leur ville, de leur passion, de pourquoi est-ce qu'ils parlent français. Vous allez voir, il y a quelques surprises amusantes. Enfin, nous aurons une visite de ce musée de la République avec la curatrice du musée. Alors peut-être pas une visite en détail, mais elle nous parlera de l'importance pour le Brésil, de cet endroit, de ce qu'il a représenté et en quoi il porte aujourd'hui dans la politique brésilienne. À tout de suite. Alors on est ici, dans un lieu très important de l'histoire brésilienne. En effet, ici, s'est suicidé Getúlio Vargas. Mais qui était Getúlio Vargas? Getúlio Vargas a été un président du Brésil qui a marqué l'histoire, car à l'époque où il a pris la présidence, dans les années 40, il a entamé un certain nombre de réformes sociales, mais aussi il a fait preuve d'autoritarisme. Son héritage est très controversé. En effet, bien que certains l'assimilent à la droite dure et à l'autoritarisme, et même certains au fascisme, c'est lui qui a promu un certain nombre de lois sociales, en particulier la prévoyance, la sécurité sociale, mais aussi un certain nombre de lois sur le travail. Et d'ailleurs, la première carte de travail, c'est-à-dire ça permettait à tous les Brésiliens de pouvoir noter leurs employeurs et donc d'avoir un travail déclaré, mais aussi c'est le premier président brésilien qui s'est opposé frontalement à l'ingérence américaine. En effet, dans les années 50, il démarre une campagne qui est « O petróleo é nosso ». Le pétrole est à nous. En effet, le Brésil a découvert d'immenses gisements de pétrole et la question de son exploitation se pose. Or, les Américains voulaient mettre la main sur ces champs de pétrole. Et Getúlio s'oppose fermement à cet état de fait. Et cette opposition a transcendé les clivages gauche-droite au Brésil. En effet, de la droite la plus nationaliste à la gauche la plus marxiste, tous ont soutenu son projet. Pourquoi? Puisque son projet reposait sur le pétrole est au peuple brésilien. Tous les bords politiques se sont rendus compte que cela allait au-delà des clivages et des idéologies. En effet, cette cause nationale qui a permis la création de l'entreprise publique Petrobras était fondamentale pour l'indépendance énergétique du pays. Et pourquoi c'est important l'indépendance énergétique d'un pays? Tous les pays, pour qu'ils puissent être souverains et que la population puisse jouir d'une souveraineté populaire, doivent être indépendants énergétiquement. Ne pas dépendre d'un pays voisin, ne pas dépendre d'une puissance étrangère qui va, et on le voit aujourd'hui en Europe avec la Russie, qui va s'immiscer dans vos affaires et qui va permettre de souffler le chaud et le froid. Cette indépendance énergétique que la France a voulu conquérir par le nucléaire est une condition sine qua non de la souveraineté. Sans indépendance énergétique, il n'y a pas de souveraineté. Mais la crise que la France traverse aujourd'hui est une crise fondamentalement liée à l'énergie. Le fait d'avoir abandonné le nucléaire et de trop compter sur le gaz russe a fait que, dès lors que le gaz russe n'arrivait plus, nous sommes retrouvés dans une situation de dépendance, les prix ont monté et nos entreprises ont fait faillite. C'est pour ça que derrière le combat pour la souveraineté énergétique, il y a un combat majeur que toute personne aspirant à l'émancipation des peuples doit prendre à bas le corps. Il ne s'agit pas d'être de gauche ou de droite. Il s'agit que l'énergie soit un bien commun, accessible à tous, et c'est celui-ci qui garantit l'indépendance des populations et des nations. Comme on l'a vu tout à l'heure, Getúlio Vargas a laissé un héritage indélébile dans l'histoire du Brésil. En particulier, la création de la Petrobras, qui encore aujourd'hui est une entreprise publique, entreprise qui a été énormément attaquée, en particulier après le pré-sal, par les États-Unis, mais aussi les autres groupes pétroliers du monde entier, puisque le Brésil s'est découvert parmi les plus grosses réserves de pétrole en eau profonde du monde, réserves qui approximativement seraient l'équivalent des réserves de l'Arabie Saoudite, mais en pétrole en eau profonde. Et donc, effectivement, Getúlio Vargas très tôt a compris, ici, dans ce bureau, peut-être inspiré justement par les œuvres de Napoléon, parce que, à notre grande surprise, on a vu qu'il avait les mémoires complètes et un certain nombre d'œuvres sur Napoléon, qui lui-même était un chef d'État, quelqu'un qui a marqué l'histoire de France. Et donc, cette inspiration
peut-être a porté Getúlio Vargas sur cette question d'indépendance nationale. C'est un sujet très important pour lui, puisque le Brésil, il ne faut pas l'oublier, est sur le continent américain. Et sur le continent américain, il y a les États-Unis. Les États-Unis ont toujours décidé pour les peuples latino-américains. Depuis très longtemps. En effet, le principe de la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Or, derrière cette Amérique, il ne s'agit pas de l'Amérique du Nord ou les États-Unis d'Amérique, mais bien le continent américain, qu'il aille du cône sud, et donc l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord, en passant par l'Amérique centrale. C'est pour ça que, pendant plus d'un siècle, et même avant, les Américains ont fomenté des coups d'État, ont déstabilisé des gouvernements et ont cherché à tout prix à s'accaparer les ressources du continent. Getúlio, justement, dans cette optique-là, a refusé cette ingérence américaine. Certains le voyaient proche des franquistes, ou de Mussolini, ou même d'Hitler. La réalité, c'est qu'il était proche du peuple brésilien. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il avait une dictature et où la liberté de la presse n'était pas très respectée. Mais, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une élection démocratique et il se fait élire avec une large majorité. La preuve que le peuple avait compris qu'il était de son côté. Alors oui, certains diront que c'est un leader populiste. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec d'autres figures, cette fois-ci françaises, comme le général de Gaulle ou Clémenceau, qui justement avaient ce côté qui pouvait avoir des excès d'autorité, mais qui prenait en compte l'intérêt national et des populations avant tout. C'est pour ça qu'on voulait faire cette petite séquence, parce que justement, au même moment, quand De Gaulle était en France, il y avait Tito en Yougoslavie, ou d'autres personnages comme Nasser, tous avaient compris l'importance de pays souverains, et en particulier pour leur peuple. Et que sans cette souveraineté populaire, sans cet appui populaire, il n'y avait pas d'émancipation des peuples possible. Et aujourd'hui, et avec les BRICS maintenant, et l'avènement de ce monde multipolaire, le sujet de l'indépendance nationale revient comme sujet central de l'actualité. En effet, les pays en ont marre des dictats des technocrates, en ont marre des dictats des multinationales et des oligarques. Ils veulent faire quelque chose pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Dans sa dernière lettre de suicide, Getúlio dit « Je sors de cette vie pour rentrer dans l'histoire ». Et effectivement, cet acte l'a fait rentrer dans l'histoire. Alors certains diront que c'est un peu mégalomaniaque, mais la réalité, c'est qu'effectivement, depuis, personne ne remet en cause, à part effectivement certains gouvernements récents qui ont essayé de vendre la Petrobras aux intérêts américains, personne ne remet en cause cet acquis fondamental de l'indépendance énergétique du pays. Il serait temps que nous-mêmes nous inspirions de ce genre de symbole pour retrouver une indépendance énergétique, en particulier grâce au nucléaire, puisque c'est notre avantage premier sur nos voisins allemands, mais aussi vis-à-vis du gaz russe et d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Bien sûr, pour avoir un nucléaire sûr, il faut continuer la R&D, il faut développer du nucléaire de nouvelle génération et il faut avancer. On ne peut pas se contenter juste des acquis qu'on a aujourd'hui. Mais on ne peut pas ne rien faire non plus. Et effectivement, si on veut améliorer le bilan carbone, le nucléaire est un maillon essentiel et c'est reconnu par le GIEC, c'est reconnu par aujourd'hui tous les scientifiques que le nucléaire contribue à faire baisser l'effet de serre. Et bien voilà, dans ce musée de la République où nous nous trouvons à Rio de Janeiro, et bien on a entendu parler français, il y a beaucoup de francophones, dont Giovanna, qu'on a croisé. Alors qu'est-ce que vous faites ici dans ce musée ? Donc je suis brésilienne, je viens souvent à Rio, mais il fait toujours beau et on préfère toujours la plage. Mais il y a quand même des choses culturelles à faire ici. Il fait toujours beau ici ? Il fait toujours beau, on n'a pas de chance. Mais alors vraiment pas de chance là, parce que c'est une pluie diluvienne. Vraiment, mais sinon, tous les fois, il a fait toujours super beau. Pas cette fois-ci, donc on a envie de trouver d'autres choses à faire. Et on est venu au palais de Catete. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je croyais que c'était parce qu'il y avait la proclamation de la République hier. En fait, c'est juste parce qu'il pleut. C'était une coïncidence qu'il y a eu la proclamation de la République hier, oui, tout à fait. L'anniversaire, ça fait aussi visiter parce que c'est une très belle opportunité. C'est très joli. Ça fait penser à des monuments qu'on voit en France même. Eh oui. On sent un peu d'inspiration française. Oui. À Rio, il y a beaucoup d'inspiration française dans plusieurs bâtiments. Et ça fait très plaisir de visiter, de connaître notre pays aussi, et un peu de la culture et d'histoire.
C'est ce qu'on fait aussi, à côté du sommet du G20. Mais d'où nous vient que vous parliez un français aussi exceptionnel? Merci beaucoup. J'ai vécu 7 ans à Paris et ça fait juste 3 mois que je suis de retour au Brésil. Je suis de São Paulo en fait, mais Rio c'est vraiment ma ville du cœur et je viens souvent. D'accord. Merci. Au fait, qu'est-ce que vous en pensez du G20? Vous avez entendu la G20 qui est à Rio, c'est un moment extrêmement important au niveau international. Est-ce que ça vous intéresse ou vous suivez ça? Oui, ça m'intéresse. Je pense que les G20, en plus d'être vraiment cette réunion pour parler des plusieurs idées, même de l'écologie, c'est aussi un moment de parler du social. Il y a plusieurs situations dans le monde aujourd'hui qui doivent être discutées par les dirigeants des États. Et donc, je pense que c'est la belle opportunité de se mettre ensemble dans un endroit qui est si joli qu'est Rio. Peut-être ça peut inspirer à des belles choses. Voilà. Espérons. Vous pensez que quelque chose va en sortir, que malgré Trump, malgré les difficultés, malgré les guerres, qu'ils vont quand même réussir à un peu avancer sur l'écologie, sur le social, sur l'égalité entre les pays? On espère toujours pour des biens. Je pense qu'il il faut toujours penser à des belles personnes qui sont en politique aujourd'hui et qui vont ramener des idées qui sont correctes et justes pour tous. Voilà. Eh bien, merci pour cette note positive et profitez bien de cette ville magnifique. Merci. Bon, on est à Rio de Janeiro, mais on est poursuivi par la France et par Paris. Et là, on tombe également sur Arthur. Alors, Arthur vient aussi de Paris, où il a le cabaret Gandaia et un blog sur la samba. Tu vas nous raconter ça. Donc, vous pouvez y aller. Je pense que... Et puis nous, on va venir te voir à Paris. Tu reviens quand à Paris? J'ai hâte, je reviens lundi. Lundi, ouais, un petit peu après, parce qu'on va rester lundi pour le sommet. D'accord, mais on va faire plein de concerts. On va venir te voir, bien sûr, et on va amener... J'ai hâte, je vais vous chercher dans les publics. Avec plaisir. Donc toi, tu es un spécialiste de samba. Exactement. En fait, moi, je suis un thésard en physique mathématique à l'école orale supérieure. Oh, mais à Ulm. Ah oui, je ferai oui. Félicitations. Merci beaucoup. Mais en fait, dans toute ma vie au Brésil, j'ai vraiment beaucoup vécu tous les types de musique populaire qu'on fait dans ces pays. Surtout la samba, mais aussi les autres types de musique populaire qu'on a au Brésil. Par exemple, le maracatu, le frevo, des samba reggae. C'est des musiques qui viennent des États du Nord-Est, du Brésil, des États qui viennent du Nord aussi, et qui sont assez peu représentés en Europe. Et en fait, avec quelques amis très doués, avec des amis brésiliens très doués, on a eu l'idée de créer un bloco de carnaval. C'est une manifestation culturelle typiquement brésilienne, où on va occuper la rue pour faire la musique. Normalement, on a une formation à Paris. À Paris. Ça sera quand? Nous, c'est une manifestation très présente dans les carnavals brésiliens. Oui. Si vous passez devant le Palácio do Catete pendant les carnavals, vous allez voir plein de blocos qui vont occuper la rue pour faire la musique. Et nous, on essaie de faire pareil à Paris. Et ça fait déjà 2 ans qu'on a les blocos. Donc, on a une belle histoire. On a occupé plein de rues dans Paris, dans des quartiers comme les 18e, les 20e. On a passé par des salles de spectacle assez célèbres, comme les cabarets sauvages aussi. On fait pas que de la rue. Mais on a vraiment réussi à faire une chose qui est unique à Paris, c'est d'exprimer les carnavals des rues brésiliens. Parce que les carnavals des écoles de samba, il est déjà très bien représenté à Paris. Déjà, je suis président d'une école de samba qui s'appelle Sambatuc. On représente les carnavals de samba. Oui. C'est un bon danseur. Oui. Ou tu es venu ici pour réviser un petit peu quand même, faut pas... Aussi, oui, je suis venu pour jouer en fait. Ce soir, je joue à Salgueiro. Oui, je joue à Salgueiro, vous êtes tous invités. Eh ben c'est superbe. Alors, on se donne rendez-vous à Paris. À Paris, le prochain concert des Cabaret Gandaia, ça sera le 12 janvier, où on sera invité par un groupe de pagode. Donc, une typique formation petite, où on fait de la samba brésilienne. Et c'est un groupe qui s'appelle Samba du Quartier qui nous a invités pour faire un concert à la Marmorerie à Montreuil. Donc, juste à côté de Paris. Et la samba de rue, ce sera quand? À la samba de rue, on va vous annoncer des dates très prochainement pour l'année prochaine. Et sinon, une dernière question, parce que nous, on est venu ici, là c'est incidemment, mais on est venu pour suivre le sommet du G20. Est-ce que tu en penses quelque chose de ce sommet du G20, toi? Ah oui, j'ai beaucoup d'espoir, en fait. Je pense que c'est une opportunité unique déjà de faire cela à Rio. Je pense que déjà de les faire à Rio, ça peut donner déjà un visage de tous les problèmes qu'on doit discuter
dans ce type de conférences parce que tout est très clair quand on vient à Rio. Les meilleurs et les pires. En fait, c'est une ville où tout est très présent. Ce qui est beau est très beau et ce qui est mauvais est très mauvais. En fait, donc, je pense que les G20 à Rio, c'est vraiment une opportunité et vraiment très important pour ça. Ouais, super, merci Arthur. Merci beaucoup, Jean. À la prochaine. Oui, peut-être au Cabaret ou peut-être Serroir ou à Paris. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ici avec Ana Paula Zaquero, qui est responsable pédagogique pour ce musée et donc qui justement s'occupe d'expliquer l'histoire et l'importance de ce musée dans le contexte brésilien. Nous allons échanger avec elle pour avoir plus d'informations sur la symbolique de ce lieu, son histoire. Nous allons échanger avec elle pour savoir plus d'infos sur la symbolique de lieu, son histoire et son présent. Bom dia, Ana Paula. E a minha primeira pergunta é: agora é um museu, mas antes era um palácio. O que era esse lugar antes de ser um museu? Então, a gente divide a história dessa casa em três etapas, né? Ela é construída na segunda metade do século XIX por um barão, né? Um barão do café chamado Antônio Clemente Pinto. Um homem muito rico, tinha muitas fazendas. Naquele momento ele trabalhava com a produção de café. Mas a história dele não começa aí, né? Ele atuou por 3 anos no tráfico internacional de pessoas, né? Entre 1827, 1829 e 1830, aproximadamente. Escravidão. Escravidão. É daí que a gente entende que vem a riqueza dele. Ele era um empreendedor no século XIX, então, e ele vai multiplicar essa fortuna, mas a concentração de renda começa ali. Só para contextualiser, juste pour contextualiser, le Brésil est un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage en 1888 par un décret de la princesse Isabelle qui s'appelait la Lei Áurea. Et donc, voilà, vous pouvez reprendre. Então, pode continuar. Sim, então começa aí a riqueza desse senhor. No final nos anos 50, em 1858, ele começa a construir essa casa, que leva 8 anos para ser construída. Ele e a esposa, a baronesa de Nova Friburgo, vivem aqui só 3 anos. Ele falece em 1869, ela 3 meses depois, já em 1870. E essa casa fica em herança para o filho primogênito. E fica nessa condição até que é vendido pelo conselheiro Mairim, que era um empreendedor, né, um agente financeiro no século XIX. A ideia era transformá-la num hotel. Essa ideia não avança, o conselheiro Mairim que entra em falência e essa casa acaba sendo adquirida pela recém-proclamada República, né, pelo governo federal. Ela entra em obras em 1896, permanece assim até 1897, quando a República, né, a presidência, vem para cá. Inicialmente, ela era no Palácio do Itamaraty. Entendi. E hoje, né, o que é essa casa, justamente, que já não é mais um palácio da presidência? Assim, uma pergunta complexa, né? Porque passa por discutir o que são museus hoje, né? Então a gente vive essa discussão. Essa casa, quando Juscelino, o último presidente que trabalhou daqui, ele cria o Museu da República, ou seja, transforma esse complexo no Museu da República, ele está muito informado por uma ideia de história política dos grandes heróis, por uma concepção de república ali muito relacionada à história política. E aí, o que era esse museu? Era um museu responsável pela salvaguarda da memória dos ex-presidentes, né? E ele continuou nessa condição durante muito tempo, tanto que a gente até não tem tanto acervo, por exemplo, dos governos estaduais, nem do Rio de Janeiro, né? Do legislativo, é muito concentrado no poder executivo mesmo, né? E assim, com muitos processos aí, né? Inclusive internacionais, nacionais, de luta por identidade, de questionamento dessa concepção de nação, de identidade nacional. Hoje a gente vive um pouco essa questão, né? Assim, o que é um Museu da República hoje, né? Que república é essa que está sendo representada aqui, né? Quem são os brasileiros que se veem representados aqui?
Essa pergunta não tem uma resposta. A gente está nesse processo. Eu, como educadora, a gente tenta buscar outras narrativas, construir, mesmo a partir do nosso acervo, para tentar ampliar essa noção, né? De que república é essa e qual é a missão desse museu. Porque qual é a missão desse museu, né? É promover cidadania, é garantir a memória, né, da República aí pensada sob esse ponto de vista, da consolidação da democracia, da garantia dos direitos de cidadania. Só que isso passa por um reconhecimento da diversidade cultural que constitui esse país, né? Isso tem que ser refletido, inclusive, no nosso acervo. A gente já avançou, a gente tem hoje uma coleção composta só por peças de religiões de matrizes africanas. E se a gente for pensar que a gente tem aqui dentro uma capela, né, ter hoje um acervo como o nosso sagrado é um avanço. Então, assim, não sei se eu vou conseguir responder essa sua pergunta. Eu acho que a gente vive essa questão, né, com tantas mudanças, com tantas disputas de narrativas, com quantas disputas sobre o passado, o Museu da República está se reinventando, principalmente em relação ao seu principal acervo, né, porque o Palácio do Catete é um grande acervo, né. É interessante o que você fala, porque quando a gente vê o que aconteceu em Brasília depois da posse do Lula e também os ataques às instituições da República e a vontade de uma parte da população chamando a uma intervenção militar, que é o fim da República em si, salvaguardar justamente esse acervo vira um item crítico para entender a história do Brasil. Você acha que a população, justamente no Brasil, entende o sentimento republicano que habitou, que morou aqui nessas paredes, que justamente inspirou por vários, do Marechal Deodoro até outros estadistas? Você acha que tem que fazer um esforço justamente de pedagogia com a população brasileira sobre o republicanismo em si, o sentimento de república, ou você acha que o brasileiro em si se sente republicano? Eu acho que o brasileiro em si não sabe o que é uma república. Se você for pensar, por exemplo, um exemplo básico aqui, né? O que preconiza a república? A laicidade do Estado. E a gente tem uma capela aqui, desde sempre. Então, assim, a responsabilidade não é da população brasileira. Quando a gente pensa no não entendimento do que seja um projeto republicano. O problema foi a forma como esse projeto foi implantado aqui, com todas as suas contradições e exclusões. Aristides Lobo tem uma frase que é muito legal. O povo assistiu a tudo bestializado. Ela é um horror, de uma certa forma, né? Não sei exatamente como é que ele... O que ele estava querendo dizer com essa frase? Responsabilizando o povo, enfim, não sei. Mas o que a gente sabe é que realmente foi assim que se deu, né? A proclamação da República, ela é uma mudança meramente formal. Ela não altera em nada a estrutura da sociedade brasileira. E uma prova disso, vou fazer uma provocação, é a escolha dessa casa, que é um símbolo do Império, como sede desse poder republicano, né? Representado pelo Executivo. Mas não é uma vontade justamente do poder republicano de se apropriar os símbolos do passado para mudá-los justamente, de escolher esse símbolo, ou é um acaso? Aí vai depender da narrativa, né? Assim, um exemplo que eu costumo usar é como é que isso se deu na França, por exemplo, que é uma referência para a gente aqui. Os revoltosos, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir os símbolos do esqueci como é que a gente... Realidade? Não, do antigo regime, né? Do antigo regime. É assim que vocês chamam lá, a gente chama aqui assim. Ancien regime. Ancien regime. Aqui não, né? Essa transferência não foi no sentido de questionar esse lugar, foi para reforçar esse lugar. E isso a gente, cruzando isso com documentos, com pesquisas historiográficas, a gente confirma isso. Essa casa materializa muito essa contradição, né? Mas até que ponto rompemos com os ideais, com os princípios, com os valores imperiais quando a gente proclama a República no Brasil. Mas isso é interessante, porque o que mais ou menos aconteceu em 85, a redemocratização, onde não tem essa ruptura clara entre dois regimes, tem uma transição meio confusa. Sim, que não passa é concluída. Exatamente, e que acaba
criando os problemas graves sobre a República que a gente Enfrenta aqui. Exatamente. Agora, você falou da França, justamente, a gente tem muita inspiração francesa aqui, Marianne, símbolos revolucionários francês, salão francês. Por que o Brasil, tão longe da França, tem tantos laços íntimos assim? Eu acho que, na verdade, tem um modelo, né? Um modelo que em nada representa o que nós realmente somos aqui, né? Quando você fala sobre o que é esse museu, a gente também pode pensar o que é essa república, o que é a sociedade brasileira, qual seria a nossa identidade brasileira, porque eu acho que é uma questão que a gente traz do século XIX. E uma das questões que a gente vive nesse país e que esse palácio materializa muito bem é esse projeto de civilidade que foi sempre inspirado nos países europeus, né? Então, esse palácio reflete muito isso, essas salas, né? Que muitas delas nem dialogam entre elas por conta das temáticas, né? Mas no século XIX era entendido que uma nação civilizada ela precisava se apropriar desses costumes, desses valores e desses símbolos, né? E a França era um grande modelo. A gente tem, assim, só para situar historicamente, né, a abertura dos portos, a vinda da família real portuguesa para cá, reforça isso, um consumo desses produtos manufaturados que marcam, né, essa ascensão da burguesia, vamos dizer assim, das grandes cidades europeias, e a gente tem uma elite aqui mínima, agrária, que quer de alguma forma se espelhar e seguir esse modelo de civilidade, né? Esse palácio foi construído muito dentro dessa lógica, né? Por isso que essa casa ela nos ajuda a entender bastante a mentalidade das elites do século XIX. É interessante que você fala, porque justamente a gente que visitou o palácio vê essa apropriação cultural de certos elementos europeus misturada entre si, às vezes com bom gosto ou às vezes com gosto. Exatamente. Pesquisei com um certo tropicalismo também que vem. A gente chama de eclético, né? Mas na verdade é isso. Exatamente. Então fica uma mistura estranha onde a gente reconhece símbolos claramente europeus misturado com outras coisas que não tem nada a ver. E justamente isso que dá o charme do palácio em si, se você pode dizer assim. Agora, eu tenho uma pergunta. Posso só fazer um complemento? Pode. É um charme por um lado, mas também ele afasta, porque ele não representa o que é a população brasileira. Ele não representa a diversidade cultural brasileira, nem a carioca, quanto mais a brasileira. Então, acho que isso é uma coisa importante que tem que ser ressaltada. Não reflete nem a própria elite, porque, como você está falando, é uma mistura, né? Até que ponto elas tinham... Essa família que construiu essa casa tinha exatamente noção do que estava colocando aqui. A gente faz essa pergunta, né? Porque as pinturas que estão aqui é tudo da origem da casa ou tem coisas que foi colocado depois pelos diferentes presidentes? Então, isso é uma pergunta interessante também. Foram feitos ajustes para adequar enfim, para virar uma instituição pública, né? Para virar sede da presidência. Mas esse andar, que a gente chama curiosamente de piso nobre, né, foi pouquíssimo mexido. A gente tem as datas cívicas ali, onde a Lei Áurea está incluída, a gente tem os brasões da República, mas no mais foi pouquíssimo mexido. Então, essa sala aqui, todo o acabamento dela é original. As maiores alterações foram feitas no térreo. Entendi. Uma coisa que surpreendeu meus colegas franceses é justamente o uso de estrela em muitos lugares aqui. O brasão da República, né? Não só no brasão, por exemplo, tem um salão, eu acho, onde tem a mesa dos ministros, tem estrela em todo lugar. Isso não tem nada a ver, mas lembra muito a União Soviética, que colocava estrela. Agora, eu sei que as estrelas aqui eram usadas como referência aos estados ou Cruzeiro do Sul, que não tem nada a ver, mas justamente cria ainda mais esse ambiente para o ocidental, como eu, que vem aqui, justamente de mistura, porque a gente não está acostumado a ver esses símbolos com estrela, porque a estrela representa
na Europa, símbolo mais do comunismo, que esse símbolo eclético que vem aqui, que é o uso da estrela como coisa dos estados. Sim, mas aqui é anterior, né? Não, óbvio. Então, aqui é tão rico que cada visitante observa ângulos e pontos de vista que nos surpreendem. Essa sua colocação sobre as estrelas é uma pergunta que eu nunca me fiz. Não tem como responder, isso acontece sempre, tá, gente? Na bandeira é a referência aos estados. Essas outras que você está falando, eu não estou conseguindo visualizar. São na parede, nem precais da parede. Não, porque justamente... Aleatório nada é, mas enfim, a gente não consegue, acho que a gente nunca vai conseguir finalizar tudo que a gente tem aqui em termos simbólicos, né? É muito rica essa casa, né? Até por conta das suas contradições, assim, a gente pode pensar muita coisa sobre. Hoje a gente vê que tem muita gente visitando essa casa. Além do fato de ser gratuito via a entrada do museu, por que você acha que as pessoas se interessam tanto por esse museu? A gente também está tentando entender esse boom, né? Eu não arriscaria uma resposta fechada. Os estagiários comentam que o museu tem bombado no TikTok. Tem muitos vídeos. A gente precisaria de uma pesquisa de público para tentar entender esse fenômeno. Porque o que acontece? Existem pessoas que entram, vão para a escada e fotografam ou fazem uma filmagem e saem, né? Então a gente não tem hoje um mapeamento, e aí eu acho leviano da minha parte fazer eu não tenho uma opinião formada sobre o que isso significa. Você está dizendo que o museu virou um palco Instagram para certas pessoas e... Não, é o que me chega, porque quando eu converso, pergunto, é muito isso, assim, vem fazer vídeo... Isso vai bombando, mas é o que me chega. Eu não tenho uma opinião formada sobre o que é... Assim, do ponto de vista educativo, o que isso significa? Não sei. A gente teria que forçar as pessoas a responder um questionário sobre a República para poder filmar. República, museus, né? Assim, eu não sei. Assim, por exemplo, você fala sobre esse entendimento de república. E aí eu sinto mais a vontade de falar que... Existem várias noções de república hoje em disputa nesse país, né? Então, não sei exatamente qual é a concepção de república que informa esses visitantes. Eu ousaria dizer que... O que acontece aqui? A gente tem uma forte presença simbólica do Getúlio aqui, né? Mas é uma figura é uma representação muito fetichizada, né? Assim, né? Não é o Getúlio real, o histórico contraditório, né? Que fez coisas ótimas, outras nem tanto. É um Getúlio que é um personagem que paira aqui. Se você vai conversar com as pessoas, né? O que elas querem? Elas querem ver o pijama do Getúlio com sangue e a bala, entende? Então... Não sei o que se fala sobre a República, nem sobre o que foi Getúlio enquanto um estadista fundamental, que governou aqui por 19 anos, né? É isso, assim. Não temos uma... Isso, eu confesso para você, como educadora, me incomoda, porque a gente perde muito do potencial educativo que tem essa casa por conta dessa trajetória que vem lá do século XIX, por conta dessa origem, né? Agora a gente pode avançar nessas discussões muito do século XIX, que é fundamental para a gente entender o projeto republicano, mas como é que o público entende isso? E qual você acha que vai ser o futuro para essa casa? Eu posso falar o que eu sonho para essa casa, Pode né? falar. Então, porque eu, antes de trabalhar com educação em museus, eu fui professora da educação básica também. Também trabalhei com universidade, mas com educação básica eu comecei com criança, né? E a materialidade, ela é muito importante para você trabalhar com qualquer público, com qualquer idade, né? Uma cadeira é uma cadeira, uma mesa, você explica isso para uma criança. Então, essa materialidade, ela é muito rica para se trabalhar muitas coisas com crianças, né? Muitas coisas. Então, eu acho que a gente tinha que discutir a nossa identidade nacional a partir dessa casa, entendeu? Vindo lá do Império. Eu acho que a gente tem uma materialidade aqui riquíssima, que, por exemplo, põe abaixo qualquer narrativa que diz que o racismo é no inimigo. O racismo é um projeto republicano. Essa casa materializa isso. Então, é o meu sonho, né?
se isso vai acontecer. Não sei, porque passa por muita coisa, inclusive pelo entendimento que a sociedade brasileira tem de museus. Isso tem que mudar. Né? Entendi. E que recado você poderia deixar para os franceses que gostariam de visitar aqui? O que você acha que poderia motivá-los a vir aqui? Porque a casa é muito interessante. Muito interessante. Você tem algum recado a dar para eles? Desafiador, né? Eu acho que é interessante que os franceses venham e comentem qual é a impressão que eles têm de uma casa, sede da presidência da República num país, né, na América do Sul, com uma forte presença de símbolos franceses, vamos dizer assim. Eu gostaria de ouvir como é que é isso, né? Como é que... Estou pensando nisso agora, né? Mas como é que é, né? Qual é o sentimento? E não é só o sentimento, né? Uma troca entre nós, né? Porque talvez ouvir de vocês e uma troca ajudasse a gente a quebrar essa ilusão, né? Porque é uma grande ilusão, na verdade, né? É interessante, porque eu pessoalmente acabou de voltar da cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, e também para os russos, a França é um modelo. Mas é interessante que é um modelo para muitos países e já não é mais para a gente. A gente perdeu a noção do nosso próprio modelo. Então os outros se inspiram do modelo fetichizado da França, que os próprios franceses esqueceram. Não, esqueceram. Ah, esqueceram mesmo? Exatamente. Então é interessante justamente porque multiplicando os intercâmbios culturais com outras nações, que a gente redescobre nossa própria influência. Então é interessante justamente ver isso, porque é importante para a gente. E essa troca seria muito interessante, né, para nós brasileiros e a gente tentar pensar, né, porque na verdade o que a gente está falando é de narrativas, né, de narrativas sobre identidade, sobre nacionalidade, em tempos de globalização. Isso é importante, né? Em tempos de fake news, né? De pós-verdade. Eu acho que conversas, e principalmente conversas baseadas na materialidade, né? Porque aí a gente sai dessa... Eu acho muito interessante. Aliás, eu acho que isso também o museu contribui. Se bem que hoje, né, museus é muita coisa. Você tem museus virtuais, museus que não têm acervo. Esse aqui é um museu tradicional, né? E eu gosto dos museus tradicionários. Por conta dessa materialidade, a gente precisa de materialidade, a gente precisa de documento, né? Porque é por conta dessa história de manipulação que a gente tem, porque na verdade é isso, né? São muitas mentiras contadas, né? E como é que você quebra isso? Para pessoas que não são pesquisadoras, que não se dedicam a vida a tentar entender o passado, a entender política, porque isso é fácil para quem tem interesse e trabalha com isso. Para quem do dia a dia vive outra realidade, as pessoas estão indo o que elas escutam, né? Então, assim, os museus, eles podem ser espaços muito interessantes para a gente tentar trazer de volta, não que isso não existe, mas pelo menos entrar nessa disputa aí com alguma condição de minimamente ser ouvido, né? Porque a gente é atravessado por muitas mentiras. E por que essas mentiras funcionam? Por exemplo, no Brasil, porque a nossa história ela é mentirosa, a gente está acostumado a ouvir mentira, entendeu? A gente, por exemplo, aqui é uma casa do século XIX. A tradição de pesquisa de acervo não é tão antiga, né? Você tem um passado idealizado em museus e onde foi uma opção por não pesquisar, que é diferente dos museus de ciência, por exemplo, que nascem ali já sempre por essa coisa do empírico, da pesquisa. Os museus de história, não. Não sei como é que é isso na França, mas aqui é assim, os museus de história. Então, por exemplo, hoje a gente não consegue fazer muitas afirmações sobre o século XIX porque não tem registro, entendeu? E a gente sabe que esse modelo de museus de história, a gente tem, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, que é um grande modelo, né, com Gustavo Barroso, e essa idealização do império, né, esse sonho dessa nação e dessa nacionalidade perdida, não se investiu em pesquisa, né, porque é um passado idealizado e romantizado, e uma pesquisa sistemática, com certeza, ia apontar para muitas contradições. Então, é importante o que você fala, porque uma nação que desconhece sua própria história está condenada a reproduzir exatamente os mesmos erros de novo e de novo e de novo. Então,
eu acho que é importante. Olha, eu agradeço muito. Espero ter ajudado, né, nessa Et correria. c'est super importante. J'ai un petit mot pour mes spectateurs français. Vraiment, venez visiter parce que c'est aussi un peu notre histoire que vous allez redécouvrir ici. Donc, on est dans le centre de Rio de Janeiro, dans le quartier du Catete. Donc, il y a le palais du Catete. Le métro est pas très loin. Et franchement, ça vaut la peine. Et voilà, cet œil de Pusma de Rio de Janeiro est terminé. Je voulais faire cette séquence devant l'une des nombreuses statues de Marianne de la République française. C'est le musée de la République. On voit combien on a inspiré le monde. Eh bien, on a ici une magnifique Marianne amazone combative, comme on ne la voit pas trop souvent en France et qu'on aimerait revoir chez nous, en France. Voilà, merci pour avoir suivi cet œil de Pusma. On va retourner au G20 social, voir ce qu'il s'y passe. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et pour ceux qui en ont les moyens, de nous aider pour faire ces émissions, ces reportages, même 1 euro, même 5 euros. Pour nous, c'est immense. C'est avec le peuple, avec les petites rivières qu'on fait les grands fleuves. C'est avec le peuple qu'on fait Fréquence Populaire. Merci à vous et merci à Marianne. À bientôt.